Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Casserole. Aujourd'hui, nous allons nous demander où sont les femmes chefs. Pourquoi la majorité des couvertures de magazines de cuisine sont squattées par des hommes? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de femmes étoilées en France et dans le monde? Nous allons aussi nous demander s'il existe une différence entre la cuisine masculine et féminine. Nous évoquerons également les violences en cuisine, le harcèlement des femmes et nous nous demanderons comment changer les choses plus vite en parlant d'initiatives heureuses. Pour en parler, je suis avec 3 femmes, évidemment. Esther Payani, journaliste culinaire pour Télérama, chroniqueuse sur France Inter dans l'émission On va déguster de François-Régis Gaudry, autrice de nombreux livres de cuisine et notamment de chefs, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, qui vient de paraître aux éditions Nourriture Fût. Bonjour Esther. Bonjour. Ce livre, vous l'avez écrit avec Vérane Frediani, notre deuxième invitée, également réalisatrice du documentaire À la recherche des femmes chefs et du livre Elle cuisine, paru aux éditions Hachette. Bonjour Vérane. Bonjour. Et enfin, Gilles Cousin, journaliste culinaire et chroniqueuse légumes de casserole, qui va nous parler des femmes maraîchères. Salut Bonjour. Gilles. Alors déjà, pour commencer, je voulais vous demander, Esther et Vérane, ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Quel a été le point de départ ? Je me lance. Suite aux nouvelles étoiles Michelin l'année dernière, en février, début février, j'ai lancé un appel en fait sur Facebook parce que j'étais seule devant mon ordinateur en train de râler et de me dire que finalement ces étoiles Michelin comptaient énormément pour les femmes et qu'on n'avait toujours pas assez de femmes étoilées en France et je trouvais que c'était complètement injuste. Et du coup, j'ai lancé un appel sur Facebook en disant femmes chefs, sortez du bois, on a besoin de faire un listing, un référencement pour montrer une bonne fois pour toutes que vous êtes là, nombreuses, depuis longtemps et pas juste en train d'arriver comme on le prétend. Et là-dessus, Esther a tout de suite proposé son aide et m'a dit mais cette liste, on peut la faire toutes les deux et ça, c'était super parce que forcément, on va beaucoup plus vite à deux. Les nuits sont courtes, donc à deux, on a pu finir une première liste de 500 noms pour le début mars, l'année dernière. Et ce qui s'est passé de merveilleux, quand Vérane a lancé l'initiative, moi j'étais dans la salle au moment du Michelin. Ce qui m'a horrifiée, c'est qu'il y avait des femmes chefs sur scène. Elles n'étaient même pas désignées, nommées dans le communiqué de presse. Pour moi, c'est très important, cette notion de nommer, c'est faire exister. Là, elles étaient sur scène, j'avais le communiqué de presse sous les yeux, je ne savais pas comment elles s'appelaient. Ça m'a semblé absolument fou. Et de discuter avec Vérane, de se dire « je ne suis pas seule à voir ça, on a un problème, il faut faire quelque chose ». Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite ? Juste donner des noms, ça sera déjà un début. Et ça, surtout, c'est que ça a l'air de rien, un nom. Et en fait, c'est ça qui peut faire la différence. Oui, parce que moi, j'avais suivi ton coup de gueule, Esther, et tu disais elles n'étaient pas nommées parce qu'il y avait aussi des couples, donc hommes-femmes, et on nommait que les hommes. J'en sais rien, par exemple, la femme était en salle, l'homme en cuisine ou inversement. Alors, pas du tout, parce que pour le Michelin, pour avoir le nom mentionné, c'est explicitement dit que ce sont les chefs. Donc, c'est un couple de chefs. Et dans les deux cas, c'était des propriétaires, chefs, qui cuisinaient à 4 mains. Le Michelin ne pouvait pas s'abriter derrière le fait que ce soit lui le chef et elle la pâtissière, qui était souvent quelque chose qui avait eu lieu dans le passé, pour dire que les femmes n'étaient pas... Le prix n'est pas partagé avec les pâtissiers. Là, il n'y avait même pas cette excuse qui tenait, sachant qu'il y avait un duo de frères, qui a aussi eu 2 étoiles cette année. Bizarrement, un duo d'hommes, les 2 prénoms étaient cités. Donc rien ne justifiait cet oubli, si ce n'est qu'elles n'avaient pas leur place. Non, puis en plus de ça, ensuite on l'a su, ils n'avaient pas prévu 2 vestes en fait. D'accord. Ils n'avaient qu'une seule veste. Et une veste d'homme. Une veste, disons, pour être quand même correct. Mais quand les chefs sont arrivés, notamment pour le restaurant Pertinence, Ryu, qui est le chef du couple, a dit moi je ne mets pas la veste, je la donne à ma femme qui est aussi chef dans ce restaurant-là. Et à ce moment-là, effectivement, le Michelin a dit non, attendez, on vous trouve une 2e veste. Ça leur semblait tellement inutile. Ça veut dire qu'on était quand même vraiment, et on est encore vraiment très loin. Et c'était surtout très inconscient en fait finalement du Michelin. Elles avaient l'étoile, elles étaient quand même là sur scène, mais elles n'étaient pas nommées. C'était carrément de l'ordre de l'inconscient. Moi, j'ai dû me pincer pour dire, est-ce que j'ai bien vu cette scène ? Est-ce que je suis la seule à l'avoir comprise ? J'ai mis un petit moment en fait à réaliser ce jour-là. Mais effectivement, le modèle du couple en cuisine est assez nouveau et est en train de se répandre. Mais effectivement, ce n'est plus la femme en salle, le chef, l'homme en cuisine ou l'inverse. C'est bien souvent aujourd'hui les 2 en cuisine. Et c'est génial, en fait. C'est pour moi une modification aussi du couple. Et il y a aussi des couples de femmes.
Bien sûr, ensemble. Il y en a beaucoup dans la restauration. De plus en plus. Et cette année, alors, ça a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être plus... Il y a eu le Michelin il y a un mois, là. Ouais. Où, il y a peut-être plus de femmes qui ont eu des premières étoiles, notamment. Il y en a eu 10. Voilà, il y en a eu 10. Et alors, par contre, dans les magazines, on voyait la mise en avant des femmes. Voilà, ça a complètement changé, etc. Bon, il y en a eu 10, c'est un peu mieux. Il y a aussi le directeur du guide Michelin, Gwendal Poulenec, qui a communiqué là-dessus, qui a dit notamment dans Le Monde, les femmes sont jugées avec les mêmes méthodes et la même exigence que les hommes, mais c'est notre responsabilité de les mettre en avant. Ce qui montre peut-être que ça a un petit peu évolué, qu'il a entendu votre appel de l'année dernière. On ne va pas prétendre qu'il nous lit, mais on n'ira peut-être pas jusque-là. Mais je pense il aurait fait apparaître 50 femmes d'un coup, ça aurait aussi semblé douteux. Il y a eu beaucoup de remarques sur le fait qu'il n'y en a pas assez. On aurait fait apparaître 50 femmes, on aurait dit elles sont là juste parce qu'elles sont des femmes et elles n'ont pas le niveau d'exigence du Michelin. On les aurait accusées de féminisme washing et ça aurait desservi les femmes ainsi remarquées par le Michelin. Après, le Michelin évalue selon des critères qui lui sont propres, qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde, ceux d'autres guides ou d'autres critiques. Donc c'est une manière de dire qu'il y a aussi plus de femmes qui rentrent dans leurs critères à eux, c'est tout. Oui, mais le Michelin n'est pas le seul, parce qu'on a pu reprocher aussi, par exemple, au 50 Best, qui est un autre classement des meilleurs chefs mondiaux cette fois-ci, de ne pas mettre beaucoup de femmes en avant non plus. Alors attention, le Michelin, c'est un guide. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des inspecteurs, il n'y a pas de vote, ça s'apparente plus au fonctionnement d'un journal. 50 Best, il y a des votants, donc il y a une sorte de jury, de collège. On n'est pas censé pouvoir manipuler un vote. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue. Non, mais je crois que ce qui est bien, c'est que tout le monde a pris conscience en fait du rôle qu'il pouvait jouer. Chacun dans son camp, en fait. Le 50 Best a changé quand même la composition de ses votants. Aujourd'hui, c'est 50-50. Il y a 50% de femmes qui votent et 50% d'hommes qui votent pour le 50 Best. Et au guide Michelin, là aussi, ils ont réalisé qu'ils pouvaient mettre en avant leurs femmes étoilées beaucoup plus. Donc, et ils chacun ont dit aussi qu'ils avaient des inspectrices. Ils l'ont souligné aussi. Qu'ils avaient des nouvelles inspectrices. Qu'ils avaient majoritairement des inspectrices. Et la question, c'est, on ne peut pas décréter que, paf, il faut plus de femmes chefs. La question, c'est comment on fait pour que les chefs existantes apparaissent plus dans les médias. C'est pas une histoire de « elles ne sont pas là », c'est « on ne les voit pas ». On ne les remarque pas. Pourquoi on ne les voit pas ? Elles ont moins de moyens, elles communiquent moins, elles sont plus occupées dans leur cuisine, elles ne sont pas là à aller courir les plateaux de télé. Elles vous disent parfois non quand vous cherchez à les inviter. C'est tout ça en disant non, ce soir je garde les enfants, non, j'ai pas envie d'aller faire l'émission de télé. Elles cuisinent pas pour la galerie, elles cuisinent pour les clients du resto, donc elles font moins la course à l'ego. Et ça, on va en reparler du rôle que peuvent avoir les médias justement dans cette mise en avant des femmes chefs. Et moi, je voulais commencer aussi avec peut-être tout simplement l'éducation. Comment est faite l'éducation dans les écoles de cuisine ? C'est quand même par là que ça commence. Dans un des portraits de votre livre, parce que oui, il y a donc 500 femmes qui font la différence et il y a quelques focus sur des femmes avec leur portrait, leur parcours. Il y a le portrait d'Annie Devine, une chef de 82 ans, à la tête de la Tour du Roi à Vervins en Thiérache. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout cette dame. On peut se dire quand même qu'elle a 82 ans, elle est en cuisine depuis des années. Donc, elle est incroyable. Voilà, j'aurais pu lire des choses sur elle. Et elle dit, donc elle faisait partie, Annie Devine, de l'ARC, l'Association des restauratrices cuisinières, qui en 1975 a permis aux femmes de France de rentrer dans les écoles hôtelières et de cuisine qui leur étaient pas ouvertes. J'ai été hallucinée d'apprendre qu'en fait, jusqu'en 75, il n'y avait pas de femmes dans ces écoles hôtelières. Oui, les femmes apprenaient en famille, en fait, avec leur mère et leur grand-mère, effectivement, alors que les chefs, eux, allaient dans des écoles et aussi faisaient des apprentissages avec d'autres hommes chefs dans des restaurants professionnels. Donc forcément, la formation était différente, l'approche de la cuisine aussi, et ça a forcément manqué aux femmes aussi. Cet apprentissage, en fait, cette façon de quitter aussi son foyer, sa famille et d'aller se former ailleurs, c'était très, très important pour les hommes et forcément, ça a manqué aux femmes. Sur Annie Devine, moi, ça a été aussi une révélation parce que je me suis souvenue qu'une des premières personnes que j'ai interviewées quand j'ai commencé dans le journalisme culinaire, ça a été son fils. Son fils a gagné le Bocuse d'Or il y a quelques années. Le Bocuse d'Or qui est un grand concours culinaire qui a lieu au CIRA. J'ai interviewé, je suis allée chercher mes notes après. Il m'a dit, quand je lui ai dit que faisaient vos parents, est-ce qu'ils étaient dans la restauration ou que sais-je, il m'a dit ma mère était cuisinière. Et je me suis souvenue que dans ma tête, quand il m'a dit ma mère était cuisinière, j'ai vu la dame de la cantine. Il m'aurait dit ma mère a été la première femme chef à avoir 2 étoiles en France, c'est bien ça, Vérane, hein ? Ouais. Parce que
j'aurais forcément posé des questions. Et il y a une dizaine d'années, j'aurais pu la voir autrement, la connaître et raconter son histoire. Et quand Vérane l'a rencontrée et m'a raconté tout ça, j'ai mis un petit moment à renouer le fil entre son fils et sa mère. Et ça mais si même votre fils ne reconnaît pas votre place de chef en disant que vous étiez cuisinière, waouh! Alors ça, justement, je voulais y venir plus tard, mais on va en parler maintenant. Je suis très indisciplinée, désolée. Non, c'est bien. Comment vous avez décidé, du coup, donc votre livre, c'est chef, donc avec 2 F, E-S. Comment vous avez décidé d'utiliser ce terme de chef? Est-ce qu'il y a eu des débats? Parce qu'on lit même dans votre livre que ce terme ne plaît pas forcément à tout le monde. Je prends l'exemple, par exemple, d'Adélaïde Périssel, de Sardine, qui dit « C'est le mot cuisinière qui m'est le plus sympathique, il dégage quelque chose de bien plus bienveillant que le mot chef. Cette vision de la mère nourricière aussi dans le regard du client qui, contrairement au chef, n'impose pas, mais se projette vers l'autre. » Donc, et c'est pas la seule, il y en a 2-3 comme ça qui disent oui, il faut pas oublier non plus moi, je veux pas qu'on m'appelle chef, je préfère d'autres mots. Attention, derrière, on a grandi dans des sociétés très misogynes, où qu'on soit sur la planète, qui nous ont appris à toutes à ne pas nous voir comme des chefs. Il y a un gros manque de confiance en soi chez les cuisinières, on va dire, professionnelles, mais en fait chez toutes les femmes et dans toutes les sociétés, et la France n'en est absolument pas exclue. Donc oui, quand on demande à une femme, vous sentez-vous chef, la première réaction, ça va être non, moi je suis cuisinière. Mais il y a effectivement une approche différente de la cuisine, mais mine de rien, il y a aussi oser se voir comme la chef. Et ça, c'est très compliqué. Dans les mails qu'on a reçus suite à l'appel montrez, sortez du bois, dites que vous êtes là, on a reçu beaucoup de mails de femmes propriétaires de restaurants qui disaient « Alors, je bosse depuis 20 ans, j'ai mon resto, je me fournis en local, je fais tout moi-même, mais je suis pas... En fait, non, je crois pas que je sois chef. Et vous êtes quoi alors? Expliquez-moi, là, ça m'intéresse. » Je ne suis pas sûre de faire partie de votre liste. Mais parce que quand on dit chef, on imagine quoi? On imagine Gusto dans Ratatouille, pour pas dire quelqu'un d'autre, avec un homme blanc avec une grande toque blanche. C'est ça, c'est la façon dont sont représentés les chefs aussi dans notre culture depuis des Exactement. décennies. Et elles n'ont pas envie, c'est peut-être beaucoup trop limitant de se projeter dans cette image-là. On peut être bien autre chose quand on est une chef, justement, que ce stéréotype-là, qui soit le grand homme blanc à toque ou le barbu tatoué, c'est la version contemporaine, mais c'est la même chose quand même. Et donc pareil, là je parlais des écoles de cuisine, il y a aussi un autre milieu où les femmes sont assez absentes, c'est les concours de meilleurs ouvriers de France, notamment les MOF, comme on appelle. Il y a une autre chef de votre livre, Nicole Faguet-Galtier, du restaurant du Vieux-Pont, qui dit « Un conseil pour les jeunes chefs, passer des concours pour se forcer à se dépasser, prendre confiance en soi. Tenez, en 1986, j'ai gagné le championnat de France du dessert. On ne voulait pas de moi à l'école hôtelière, mais je l'ai gagné quand même. » Et pareil, en fait, il a fallu attendre 2007 pour qu'une femme gagne le concours de meilleure ouvrière, enfin, qui a été le meilleur ouvrier de France. D'ailleurs, l'un des meilleurs ils n'ont pas encore l'écriture inclusive, mais ça va pas tarder. André et pareil, Rosier. c'est cette année qu'une femme a été sommelière meilleure ouvrière de France, Pascaline Lepelletier. Est-ce que c'est important pour vous que les femmes participent à ces concours? Oui, je pense que les femmes, en plus, sont des bonnes élèves, on le sait. On est souvent les premières de la classe. Et effectivement, quand on se présente à des concours, on a de grandes chances de les gagner parce qu'on travaille. Et j'ai pu suivre aussi des sommelières en concours. Elles révisent entre 2 étapes pendant que d'autres rigolent et picolent. Donc, il y a un moment donné où elles ont tout intérêt à se présenter dans des concours parce qu'elles auront toutes les chances d'arriver en tête. On sait en fait gérer la compétition et travailler pour, encore une fois, probablement à cause de nos éducations et de la société dans laquelle on grandit. C'est pas important pour nous, c'est important pour elles, pour leur reconnaissance dans le métier, parce que quand vous arrivez dans une brigade, c'est quand même un peu la course, et moi je sais faire ci, et moi je sais faire ça, et moi je sais faire là. Eh ben ok, moi j'ai gagné tel concours. On se bat à armes égales dans ces cas-là, parce qu'il y a toujours la suspicion de t'es là parce que t'es une fille, t'es là parce que t'es mignonne, t'es là parce que t'as plu au chef. Celle-là, on la raconte des dizaines de fois. Ouais, non, je suis là parce que j'ai gagné le concours. Ouais, c'est bien aussi. Et oui, moi j'ai regardé, je vous mettrai peut-être la vidéo sur le site du concours de Pascaline Lepelletier de meilleur ouvrier de France. C'est impressionnant. Ouais. Et surtout, elle est devant un jury d'hommes. Et pendant le concours, elle doit servir des tables. Donc, elle va conseiller des tables sur le meilleur vin, etc. Et les tables, c'est des tables où il n'y a que des hommes. Je me dis, pour une femme, arriver là, quand même, et être devant ce jury d'hommes, servir que des hommes, moi, ça m'a fait quelque chose de la voir comme ça sur scène. C'est assez impressionnant. Et justement, c'est ça l'intérêt. C'est que ça nous impressionne toutes. Et du coup, ça nous encourage aussi à nous dépasser et à aller de l'avant. On a besoin de ces modèles-là forts pour nous motiver dans nos métiers respectifs. C'est important.
Ouais, c'est des modèles. Et d'ailleurs, Pascaline Lepelletier, je l'avais interviewée aussi, elle disait j'étais contente, mais j'aurais été encore plus contente de ne pas être la seule. Et surtout, ce qui l'avait vraiment fait plaisir, c'est après tous les témoignages de jeunes sommelières qui lui ont dit mais ça m'a donné vachement d'espoir, ça me donne envie moi aussi de me lancer dans ce métier. Et donc voilà, il y a vraiment ce rôle-là aussi de modèle pour les autres filles qui vont peut-être se lancer plus facilement en voyant des modèles féminins. C'est fondamental. Mais on attend aussi les héros de demain qui seront des chefs hommes et des sommeliers qui nous parleront de sommelières et de femmes chefs en disant voilà, techniquement cette femme elle est remarquable en cuisine, et qu'ils arrêtent de nous parler de leur grand-mère et de leur mère. Et justement, alors ça tombe très bien ce que vous dites, parce que donc Vérane, dans votre documentaire à la recherche des femmes chefs, qui est vraiment super, je vous mettrai toutes les références, il est disponible en VOD et DVD aux éditions Rémini. Il y a un passage qui m'a spécialement énervée. Au niveau des sommelières en France... Oui, il y en a une qui est très jolie, la plus belle, elle est en face. Elle est en face et elle est trop sérieuse. Oui, voilà, alors bravo le président, et les autres sont sous la table. Non, c'est pas moi. Alors, oui. Voilà, ça c'est... du lourd. C'est du lourd. C'est Éric Alouche, qui est le rédacteur en chef chez Sommelier International, et Michel Hermé, qui est président de l'Union de la sommellerie française. Vous arrivez, vous les interviewez. En plus, il y a Paz Livingston, qui, elle, est une grande sommelière, qui d'ailleurs a gagné le concours du meilleur sommelier d'Amérique cette année-là, qui est en face, et c'est la seule chose qui On voit bien la problématique, répondre. en fait, c'est qu'elle est face à deux hommes, dont un qui fait partie du jury. Donc, même quand ils lui disent qu'elle est la plus jolie, elle ne peut pas forcément répondre, puisqu'elle va passer devant l'un des deux en concours. Donc, c'est toute la problématique, en fait, de cette situation inégale. Les femmes en face ne peuvent pas réagir ou dire exactement ce qu'elles pensent. Et bon, face à elle, elle a juste deux misogynes du quotidien. Enfin, je pense que cette misogynie-là, elle est finalement pas si méchante que ça, sauf qu'elle nous plombe du matin au soir. On l'a face à nous sans arrêt. Ça plombe l'ambition, en fait. Oui, et il s'arrête pas là dans le documentaire. Non, mais vraiment, je le passe parce que moi, en regardant ça, j'étais estomaquée, et je vous trouve d'ailleurs courageuse de continuer à les mettre face à leurs contradictions. Pourquoi en France, on tarde un peu à rétablir une certaine égalité dans le vin? Même dans les restaurants, on donne rarement la possibilité aux femmes de commander le vin, de voir la carte des vins, d'exister. Parce que la France est d'abord un pays conservateur. Et machiste. Alors, un petit peu machiste, mais les portes sont ouvertes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ce que je peux déplorer en tant que président de l'Union de la sommellerie française, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui se présentent au concours. Il faut savoir aussi que pour les jeunes filles, les jeunes dames, continuer dans ce métier implique des efforts, implique un mode de vie qui, sur le long terme, ne correspond pas à l'harmonie d'un couple. Mais enfin, c'est pareil pour les hommes, ça. Les choix sont à faire aussi du côté des hommes. La tradition en France, dans les grands établissements, c'est d'être servi par des hommes. Pourquoi on n'a pas un maître d'hôtel femme il n'y a aucune explication. D'ailleurs, comment dire au féminin maître d'hôtel? Voilà, on les entend, peut-être qu'on va s'arrêter là, mais on voit encore une fois ce cliché. Vous disiez, oui, c'est du machisme ordinaire, mais c'est aussi cette idée que être femme chef ou être femme sommelière, ce serait pas compatible avec une vie de famille. Alors ça, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'est une connerie. Non, oui, ça mais pose par la contre, question des répartitions des tâches dans le couple. Voilà. C'est-à-dire que dans chaque projection que j'ai pu faire de ce film, à la fin de chaque projection, il y a des hommes qui se lèvent en disant oui, mais enfin tout de même, ces femmes chefs, sommelières sont des mères de famille. Et ma première réaction a toujours été de dire, je pense que dans la salle, il y a des hommes pères de famille aussi. Et là, en général, les hommes se vexent, me disent que je suis agressive et ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc il y a un vrai problème en fait dans la société française, notamment sur qu'est-ce qu'un couple et qu'est-ce qu'une femme dans un couple. Ce n'est pas en fait maman 2 ou la femme de ménage gratuite. Voilà. Mais qui va s'occuper des enfants? Oui, même histoire qu'en politique. Et cuisiner, c'est un métier. Donc même si vous le faites gratuitement chez vous par amour, ça reste un métier et j'espère qu'on vous dit merci. Et que par ailleurs, d'autres tâches sont faites par d'autres membres de la famille. Mais c'est en changeant cette dynamique dans la gastronomie professionnelle, on va la changer à l'intérieur des maisons. Et ça, c'est important. C'est le but finalement de tout ce qu'on fait. Mais sur les accords vie familiale, vie personnelle, l'année dernière, j'ai préparé mon CAP. Je suis allée passer les entretiens dans un lycée hôtelier, c'était avec la ville de Paris. Et je suis passée devant un jury et il y avait un professeur de l'école hôtelière qui passait les 60 ans,
qui regarde mon dossier et me dit « Mais enfin, vous avez 2 enfants en bas âge, les cours ont lieu le soir, comment allez-vous faire ? Vous allez sûr que vous allez pouvoir être là, madame ?» Je le regarde, très étonnée. Je dis « Mais enfin, messieurs, ils ont un père, ces enfants. » Et là, il y avait une dame à côté de lui, une petite 50aine d'années, qui n'avait rien dit de tous les autres entretiens, parce qu'on est passé dans une salle ouverte, qui se retourne et qui lui dit « Mais enfin, t'as posé la question à aucun autre candidat, ça serait pas un peu macho, ça ?» Et là, il s'est arrêté, il a réfléchi, il m'a dit « Ah oui, t'as raison, ok, merci. » Ça a été mon prof toute l'année. Et ça s'est très bien passé, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des remises en cause de ces choses-là, ou justement dans la profession de dire quelque chose de macho ou de truc, moi je sifflais en disant « Ça va pas, rappel à l'ordre, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ?» Ah ben oui, c'est vrai, parce qu'il avait appris des méthodes de cuisine et de gestion de management qui dataient d'une 30aine d'années. Moi je suis très contente parce qu'on a évolué tous les deux au contact l'un de l'autre et c'était très intéressant toute l'année. Là, on parlait donc de sexisme ordinaire, mais ce qui existe aussi dans le milieu de la cuisine, et notamment dès l'école, en fait, c'est le harcèlement. Moi, je lisais notamment un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est une enquête d'Anaïs Condomine pour LCI, et qui se demande ce qui s'est passé au restaurant après la révolution MeToo, et elle se rend compte qu'en fait, c'est quand même une révolution qui n'a pas tellement eu lieu dans les cuisines. Elle prenait l'exemple de Karine, qui se souvient de ses années en classe, et qui dit le problème, nous dit-elle, c'est qu'à l'école, il n'y a pas de mise en garde. Au contraire, il y a l'idée qu'on va faire vivre ce qu'on a soi-même vécu. Tu vas en chier parce que j'en ai chié. Et si t'es une fille, alors tu vas morfler 2 fois plus. Pareil pour Marion qui sort d'un CAP et qui confirme. On ne parle pas du tout de ces problématiques aux jeunes. Pire, on prépare les filles à subir cela. On les conditionne à accepter beaucoup de choses. Et cela commence par les profs qui sont de vieux briscards du métier, qui font des remarques à connotation sexuelle, des commentaires sur le physique. Oui, on leur prend beaucoup la tête sur les cheveux, donc sur leur apparence finalement féminine entre guillemets. On ne demande pas aux hommes de se raser les poils des bras pour pas en mettre dans la soupe. Voilà, il y a 2 traitements aussi sur le physique et sur soi-disant la présentation qu'il faut avoir en cuisine. Quand on lit ces témoignages et quand on lit des témoignages ailleurs, on se dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peut-être aussi arrêté ce métier après l'école ou parce que c'était trop difficile en fait de continuer ce métier. On en trouve beaucoup dans les métiers agroalimentaires ou quand on fait les salons professionnels, dans les commerciales. Très souvent, on discute un petit peu et on voit ah ben j'ai commencé et puis j'ai rencontré mon copain et puis moi j'ai arrêté, lui il a continué en restauration. Je l'ai entendu des dizaines de fois celle-là. Beaucoup dans toutes les professions parallèles en fait. Et, oui, je dirais, mais la solution qu'on trouvait beaucoup, c'est d'ouvrir leur propre restaurant, même très jeunes, avec pas beaucoup d'expérience et pas beaucoup de fonds, surtout, des investisseurs derrière qui manquent, mais du coup, elles sont chez elles. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de femmes dans des restaurants plus petits, et à chaque fois, on nous dit « Ah oui, elles sont dans des restaurants plus petits ». Non, c'est un mode de survie, en fait. C'est pas rare d'être patronne de son établissement à 25-26 ans. À moins de 30 ans, très souvent, elles ont fait quelques brigades, et celles qui veulent continuer, elles disent « Je suis mieux chez moi, avec juste 1 ou 2 personnes ». Souvent des filles, d'ailleurs. Ouais, et elles se lancent. Et en général, ça marche bien parce que ça fait des établissements avec des super rapports qualité-prix et où on est bien, quoi. Et oui, dans votre livre, il y a Géraldine Laubrière qui dit qu'elle a eu une très mauvaise expérience dans une brigade entièrement masculine. Ouais, c'était la seule femme. Elle est partie en Angleterre, elle est revenue en France et elle a ouvert son propre restaurant. Voilà, c'est assez classique en fait. On est mieux chez soi. Ouais, on est mieux chez soi. Et il y a aussi, je donne encore un exemple, c'est un article qui m'a beaucoup marqué, c'est Laetitia Wyss qui a un restaurant maintenant à Marseille et qui, elle, pareil, raconte à Paul Masson dans un article de l'Humanité comment elle a failli arrêter en fait parce qu'elle était harcelée depuis son apprentissage jusqu'à ce qu'elle a trouvé quelques établissements ensuite qui lui ont donné confiance et elle a ouvert son restaurant. Mais je crois que l'intérêt d'en parler, c'est surtout de créer des ponts entre les femmes chefs pour qu'elles se connaissent, qu'elles échangent et de créer une certaine solidarité entre femmes dont on manque toutes en fait, quel que soit notre milieu. Et là, ça peut beaucoup aider. Après, aux hommes aussi de prendre conscience de tout ça. Certains ne sont pas méchants mais ne voient pas les choses en fait. Et une fois qu'ils les lisent ou qu'ils les entendent de la bouche d'une femme chef, ça change beaucoup de choses pour eux aussi. On a eu des réactions comme ça d'hommes chefs. Oui, qui ont dit on n'a pas réalisé. Pour nous, une brigade, c'est un endroit où on déconne. C'est pas forcément. C'est un endroit où il fait chaud, où on travaille beaucoup, où on n'est pas forcément dans des métiers super éduqués avec beaucoup de retenue sociale. Bon, on joue à Chabit entre nous. Non, mais c'est quelqu'un qui m'a raconté ça. Non, mais on a fait pareil de cul en cuisine, c'est un truc qu'on entend. Mais je pense que les hommes ne sont pas habitués à réagir à un autre homme qui fait quelque chose de déplacé et lui dire mais tu sais ce que tu es en train de faire là, c'est pas drôle en fait. Ça,
on leur apprend pas non plus en école de cuisine ou à l'école tout court à dire à un autre mec, mais ce que tu racontes n'est pas drôle. Sur l'ambiance des cuisines aussi, c'est un endroit où on manipule de la vie et de la mort. Ça a l'air de rien, mais il y a un rapport Eros-Thanatos très très fort quand même. On vide le cul des poulets, il y a du sang, il y a des actions physiques. Non, c'est pas anodin. On dit des trucs chaud devant, on dit attention, il y a ta queue qui me gêne. Oui, la queue de la casserole. Le jour où je me suis retrouvée à dire ça à mon collègue de piano, on s'est regardé, on était adultes et tout. J'ai éclaté de rire, il a pas mal pris, moi aussi, mais on s'est dit, j'aurais 15-16 ans, je serais pas bien... Enfin, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer avec la phrase que j'ai dit ? Ça pouvait être maladroit. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on dit dans une cuisine. C'est un endroit où il y a des couteaux, où on peut glisser, où il fait chaud. Ça peut vite monter, en fait. C'est quand même un endroit où il faut bien faire attention pour pas que le lait déborde. Je pense que la problématique vient aussi de l'âge auquel on démarre dans ces métiers-là. Oui. Et on démarre souvent trop tôt. On n'est pas apte en fait à réagir à 15-16 ans, tout ça. Même, oui. Même plus tôt parfois. Oui, mais en tant que fille, par exemple, il faut avoir une super répartie, il faut avoir du recul, il faut ne rien laisser passer dès le départ. Dès le départ. Comment vous pouvez le faire à 15, 16 ans, 17 ans face à des hommes de 30 ans, 35 ans ? Moi, il y avait des filles qui me disaient qu'elles retrouvaient leur carnet de CAP entouré de dessins porno systématiquement. Et elles disent maintenant, ça va, ça me fait rire, mais à 15 ans, je rougissais, c'était pas possible et je voyais les garçons qui se poussaient du coude. Et c'est pas des manières de faire. Vous faites ça en 3e au collège, normalement, vous avez 2 heures de colle. Hein. Et peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que les femmes aussi prennent ces places de professeurs et soient... à la base de l'apprentissage. Ça pourrait aussi être une façon de rééquilibrer un peu les choses. Il y en a, parce que beaucoup, quand elles arrêtent dans les cuisines, il y en a. Dans les écoles hôtelières, il y a quelques profs. Moi, pour le CAP, j'ai été jugée, j'avais un homme, une femme. Ils essayent d'avoir un homme, une femme dans les jurys, mais parfois, il n'y a pas assez. Et j'ai lu aussi qu'il y avait de plus en plus de filles dans les écoles de cuisine. Donc, Oui, mais justement, alors on trouve de plus en plus de filles, mais elles sont surtout nombreuses dans des formations post-bac. Donc les femmes arrivent plus tard que les garçons. Et ça, je pense que finalement, c'est pas si mal et que peut-être que les garçons, ces messieurs, devraient aussi continuer un peu le cursus général avant de se lancer dans la gastronomie. Là aussi, je pense qu'ils arrivent trop tôt, souvent. Il y a même des filières où il y a plus de femmes que d'hommes, en pâtisserie notamment. Ouais, ça je l'ai lu aussi. Non, mais parce qu'on parlait de la jeunesse des filles, mais la jeunesse d'un garçon de 15 ans, 16 ans aussi, dans une brigade, c'est facile de se faire manipuler et puis d'imiter finalement le comportement des plus anciens et de se former à travers ces comportements-là. Parce que c'est se poser en tant qu'homme viril, de pouvoir harceler quelqu'un de plus bas. On revient toujours à la fameuse masculinité toxique, mais on est à l'âge où ça se crée justement. Mais d'où l'importance justement d'avoir des écoles où ils peuvent être sensibilisés à ces questions-là. Et pareil, la journaliste d'LCI a essayé de contacter plusieurs écoles. Il n'y en a qu'une qui lui a répondu et on lui a dit oui, mais on n'a pas trop de retours, c'est pas tellement un problème. Donc, sachant que ça se traite souvent en off, on se fait attention parfois dans certaines écoles, on dit on n'envoie pas de filles dans tel resto quand il y a eu des mauvais retours. On le sait. Ça se sait quand même en bouche à oreille, mais pas assez. Mais il y a quand même tu te plains de ton stage, j'appelle devant ton maître de stage pour dire elle est jamais contente celle-là. Oui, mais attention, la France a un rôle à jouer majeur là-dedans, l'a joué malheureusement et aujourd'hui peut le jouer heureusement. C'est-à-dire qu'on a fait du marketing mondial pour ce fameux chef blanc, militaire, macho, avec effectivement Monsieur Bocuse en tête. Aujourd'hui, on peut complètement changer la donne parce qu'on a encore l'aura qui est nécessaire pour le faire. Oui, parce que Monsieur Bocuse qui avait 3 femmes, mais pas une dans sa cuisine. Voilà. Il est un peu revenu à la fin quand même, en promouvant certains, mais c'était bien tard. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une cuisine d'hommes et d'une cuisine de femmes ? Jill, qui est à côté de moi, dirait que non. Non, bien sûr que non. Est-ce qu'on cuisine avec une foufoune ? Non, mais sérieusement, quoi. C'est avec ses mains qu'on fait la cuisine. Après, on entend énormément de femmes qui vont dire, quand on leur pose la question en tant que journaliste, comment est-ce que vous définiriez votre cuisine ou en quoi est-elle différente de celle d'un homme, si tant est qu'elle soit différente. Et il y a beaucoup qui vont dire, justement, il y a plus d'émotions. Enfin, pour moi, c'est juste une mais en fait, blague les deux se trompent quand les hommes disent c'est une cuisine de femme, c'est une cuisine féminine, c'est mignon, c'est comme le vin, c'est sensuel. Ils se trompent et je pense que les femmes aussi s'auto-discriminent, mais c'est tellement féminin ça aussi. C'est toujours attribuer des qualités, c'est genrer des qualités et des goûts. Voilà, les femmes aiment les vins blancs fleuris, les hommes les rouges charpentés.
C'est pas vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de boire un Madiron et puis demain, j'ai envie de boire un Chenin. Même les femmes chefs, ça les énerve. Des vins, mais c'est la même chose. C'est toujours l'histoire d'attribuer des qualités. Par contre, j'aime bien quand il y a des femmes chefs qui s'énervent sur le sujet. Moi, j'ai un excellent souvenir d'un repas où il y avait Amandine Chéniaud qui avait préparé un plat. Et là, à côté de moi, il y avait une journaliste. Alors, il y avait du canard cru dans le plat. C'est tout dont je me souviens. Effectivement, il y avait quelques fleurs. On était au printemps. Elle commence à dire « Oh là là, c'est tellement féminin, ce plat !» Je dis, mais je vois pas, quoi, c'est du canard cru. Et Amandine passe derrière en disant, mais expliquez-moi qu'est-ce qu'il y a de féminin, quoi. Et la journaliste, vous voyez, il y a des fleurs. Et moi, je regarde la fille, je dis, mais oui, vous avez une veste bleu marine, donc vous êtes un homme. Bon, on ne s'est plus jamais parlé. Et votre préface, elle est signée par Anne-Sophie Pic, qui est d'ailleurs la seule femme 3 étoiles française. Attention, on a une deuxième 3 étoiles française qui est à San Francisco, Dominique Crène. Ah oui, qui est aussi dans votre documentaire. Et qui dit dans la préface, longtemps je me suis concentrée sur le fait que les hommes de mon métier m'acceptent. Puis en regardant le documentaire fini, donc votre documentaire, Vérane, j'ai réalisé à quel point nous, les cuisinières, étions semblables dans nos modes de pensée et nos ressentis. Avec la reconnaissance et la maturité, j'ai compris alors qu'il était temps de cesser de faire oublier que j'étais une femme en cuisine. Le fait d'en être une était une valeur que je portais en moi, qui influençait mon travail et ma cuisine. Il ne s'agit pas d'une bagarre ou d'une lutte, mais d'un juste équilibre. Ce que j'attends aujourd'hui des hommes, c'est qu'ils reconnaissent les femmes plutôt que celles-ci ne luttent pour se faire reconnaître. Tout est dit. Voilà, c'est bien dit. Rien à ajouter. Mais ce qui est drôle, c'est que cette prise de conscience, on l'entend pas encore nécessairement quand vous l'interviewez pour le documentaire. On a l'impression qu'elle a aussi évolué, Anne-Sophie Pic, dans cette façon de voir les choses. C'est ce qu'elle dit, en fait. Entre le moment où je l'ai interviewée pour le documentaire et le moment où elle a vu le documentaire terminé, elle a réfléchi en fait à ce qu'elle projetait. Et je peux le redire si vous voulez. Non, mais je pense qu'en voyant le documentaire terminé et en fait en écoutant aussi toutes les autres femmes interviewées en même temps qu'elle, elle a pris conscience du problème. Je pense qu'elle n'en était pas forcément consciente, enfin des problématiques, oui, mais de ce qu'elle projetait et du rôle qu'elle pouvait jouer en fait vis-à-vis de ces femmes chefs. Elle en a pris conscience en voyant le film fini. L'importance d'avoir des modèles. L'importance d'être un modèle déjà, parce qu'Anne-Sophie Pic aujourd'hui c'est un modèle pour beaucoup de femmes dans la gastronomie, en dehors de la gastronomie. Et aujourd'hui, elle est prête à jouer ce rôle-là et c'est formidable. Et oui, et d'ailleurs, on voit dans le documentaire aussi qu'il y a d'autres femmes chefs qui vont manger dans son restaurant, qui ont envie de lui parler, qui ont envie de la rencontrer. Donc, c'est un vrai modèle. Et si on ne peut pas dire qu'il y a une cuisine de femmes, une cuisine d'hommes, on trouve quand même un point commun dans ces femmes chefs, on disait tout à l'heure, c'est qu'elles ont plus de petites tables. Je lisais également l'approche est commune, en fait. Il y a une approche féminine de la gastronomie professionnelle. On a tellement de choses à se prouver. On a déjà tellement de personnes autour de nous à convaincre. Nos familles, notre entourage proche, qui en général ne croient pas du tout, en fait, en cette carrière-là. Donc, l'approche est complètement différente. On arrive avec un besoin de se prouver qu'on est capable d'y arriver, alors que les hommes, de toute façon, arrivent avec une confiance en eux énorme, dû encore à l'éducation qu'ils ont reçue, et oui, n'ont plus qu'à aller chercher des étoiles, c'est facile. Enfin, c'est facile de se projeter là-dedans avec des étoiles. Pour une femme, déjà, se projeter étoilée, c'est compliqué, puisqu'on n'en a pas beaucoup sous les yeux, mais en plus, dans la réussite, ça, c'est très compliqué de s'imaginer réussir. Et puis, il n'y a pas que les étoiles dans la vie, quoi. Justement, il y a sa force à regarder complètement ailleurs toute la gastronomie dans son ensemble, pas que les tables étoilées. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a aussi une autre chose qu'on retrouve chez ces femmes, c'est qu'elles vont devoir être beaucoup plus performantes. Elles disent souvent qu'elles vont devoir être à 300% parce que justement, c'est des femmes. Il y a un extrait dans votre documentaire, Vérane, justement, une jeune chef qui parle de ça. J'ai accepté ce travail parce que dans ce restaurant, ils sont tous plus forts que moi. Oui, pour les hommes comme pour les femmes. Je pense que les femmes se mettent plus la pression que les hommes. Moi, je voulais prouver que je méritais d'être là plus que nécessaire. J'ai travaillé plus dur que ce que je pensais pouvoir faire. J'étais têtue, je portais des marmites chaudes énormes et je ne demandais jamais d'aide même si j'en avais besoin. Je voulais montrer que je n'étais pas faible, que j'étais forte et je n'ai pas besoin d'aide. Les garçons me proposaient de m'aider mais je refusais et je galérais. Vous voulez montrer que vous êtes une femme forte et indépendante et que vous méritez votre place. Mais voilà ce qui me dérange, et pas seulement dans les cuisines, mais aussi dans la vie. Si un homme est fort et indépendant, les femmes le trouvent séduisant. Si une femme se comporte comme ça, elle est vue comme une garce.
What a bitch. Ouais, donc il y a cette la idée-là femme est que quand de on la femme, je dirais qu'on est très 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 méchantes les unes envers les autres et sévères dans nos jugements. Donc effectivement, une femme qui est autoritaire, on l'aime pas. On l'aime pas en général. On lui reconnaîtra pas la même force en fait que l'homme autoritaire. C'est évident. Ouais, donc il faut se remettre en question, nous aussi. Je pense D'où la difficulté à accepter le mot de chef pour elle aussi, parce que c'est le couvre-chef, c'est le chef qui renvoie à l'autorité, à la tête. Celui qui dirige, c'est l'attribut du pouvoir directement. On a un travail à faire sur nous-mêmes énorme. Ou alors, au lieu de dire qu'on fait de la même chose, on fait autrement. Et on arrive à des résultats intéressants pour les gens qui vont dans les restaurants. Soit tu suis l'autoroute, soit tu prends le chemin de traverse. Mais il y a autant de femmes différentes que d'hommes différents. Je veux dire, même les hommes ne sont pas tous intéressés par les étoiles. C'est pas... Dieu merci. Voilà, et tant mieux. Mais en fait, ils ne sont pas tous intéressés par les étoiles, mais s'ils sont intéressés, ils ont plus l'opportunité de les avoir. C'est ça qui est encore différent. Mais certaines femmes veulent des étoiles. Elles le disent, elles le veulent, et tant mieux. On a besoin aussi de ces femmes-là. Et on parlait du coup du vocabulaire du mot chef, 2FE. Jill, qui fait la rubrique légumes, comme je dis, elle a découvert en préparant sa rubrique sur les maraîchères que le mot agricultrice avait mis aussi beaucoup de temps avant de rentrer dans la langue française. Oui, ça va peut-être vous sembler aberrant, mais il a quand même fallu attendre donc 1961 pour voir le terme agricultrice rentrer dans notre bon vieux dictionnaire Robert. Pourtant, tout le monde était bien content en 1914 que les femmes s'occupent des exploitations agricoles pendant qu'une bonne partie des hommes étaient au front. Et c'est surtout que les femmes ont toujours joué un grand rôle au sein des exploitations agricoles, et ce, pas seulement en temps de guerre. Et là, justement, les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture, donc sortis en 2018, nous annonçaient que les femmes représentaient aujourd'hui 32% des actifs permanents agricoles. En France ? En France, oui. Et en Afrique, je crois, si j'avais un chiffre, c'était 60% en Afrique. Il y a plus d'agricultrices que d'agriculteurs. C'est ça. Et comme d'habitude, c'était pas un métier reconnu. Tu aidais ton mari, simplement. Exactement. Et quand est-ce alors que le rôle au sein des exploitations agricoles a-t-il été légitimé économiquement, socialement et juridiquement ? Comme disait Esther, le problème c'est que pendant des siècles, les paysannes ont juste été totalement effacées derrière leur mari. C'était lui le boss et la femme ne disposait d'absolument aucun statut. Pourtant, elles étaient bien là, ce qui posait bien entendu un problème majeur d'émancipation et la plaçait dans une grande précarité lorsque le conjoint décédait ou bien que le couple se séparait. Et ce n'est qu'en 1980 que le statut de co-exploitante est créé. Et il faut attendre encore 20 ans pour la création du statut de conjoint collaborateur qui reconnaît enfin le travail des femmes et offre aux agricultrices une protection sociale. Mais le chemin est encore long car même si les femmes ont réussi à obtenir en termes de droits une certaine égalité avec les hommes, les inégalités sur le terrain, pour le coup, elles sont juste encore totalement flagrantes et on assiste vraiment à une division des tâches. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à travailler à la ferme Auvert, la première question qu'on m'a dite, c'est tu vas t'occuper de la compta, c'est ça ? Et faire le marché, bien sûr. Et faire le marché. Ce que je faisais. Mais en revanche, la compta, c'était juste pas possible. Et voilà, et on s'attend encore aujourd'hui, dans les exploitations agricoles, à ce que les femmes s'occupent des tâches administratives. Est-ce que les hommes soient dehors parce qu'il faudrait être fort, alors que finalement, on a tous les outils, nous aussi, en tant que femmes, pour faire le même travail. Mais historiquement, elle s'occupait aussi des fromages, aussi, beaucoup. Donc on parle toujours de fromager, mais enfin des petits fromages, pas des gros. Hein. Ouais, mais beaucoup et de petites exploitations aussi. Parce que le lait, tout ça était en fait le domaine des femmes quand même. Les fromages de petite taille, dès que tu tournes sur du comté ou des grosses meules et tout, il y avait des non mais les fromages les plus chers et les plus nobles déjà, ça marchait avec ça. Pour le chèvre c'est petit, ça marche vite, mais pour jusqu'à une certaine taille c'est les femmes. Et dès que il y a plus d'argent, ça coûte plus cher, attention. Et comme c'est le cas avec les femmes chefs, on ne donne pas trop la parole aux femmes agricultrices. Dans la presse, justement, dans les documentaires, etc., on voit très peu toujours aujourd'hui, on voit encore très peu de femmes agricultrices, même si les choses commencent un petit peu à peu à changer. Par exemple, il y a le dernier livre de Linda Bédouette, qui après une carrière dans l'immobilier, s'est reconvertie dans le maraîchage. Et justement, elle n'est pas la seule, et elle a décidé de donner la parole à toutes ces femmes qui décident d'embrasser une carrière dans l'agriculture. Et le livre de Linda, donc intitulé Néo-paysanne, donc dresse le portrait de 10 de ces femmes. Et preuve que la cuisine et l'agriculture sont intimement liées, sont Anne-Sophie Pic et toi, Estérelle, qui signent la préface. Moi, Estérelle, elle est partout dès qu'il s'agit de femmes. Non, mais ça m'a super touchée qu'elle me le propose. C'est passé par Stéphanie Maubé, qui a une exploitation de moutons avranchins
qu'on avait reçue à On va déguster, qui a raconté combien ça avait été dur quand elle s'était installée dans la région, qu'on avait dit que les hommes avaient raconté qu'elle était une ancienne actrice porno, qu'elle était une sorcière qui buvait le sang des moutons. C'est pire que la Ligue du LOL. Elle avait raconté des trucs mais terribles, qui étaient très très touchants sur la difficulté. Et c'était vraiment une bergère contre vent et marée. Elle le raconte, elle a un blog que je vous incite à lire, qui est passionnant, qui raconte ce qu'elle vit au quotidien pour la défense de ses moutons, qu'elle adore. Enfin, c'est des brebis surtout d'ailleurs. C'est vrai, c'est un matriarcat qu'elle gère. Des brebis avec des yeux maquillés comme Brigitte Bardot, par exemple. Mais finalement, ce que la plupart des femmes disent justement dans le livre de Linda Bédouet, c'est que justement, elles ont souffert quand elles se sont installées, en plus certaines se sont installées seules, du regard des autres, en fait, en arrivant souvent dans une région dans laquelle elles connaissaient personne. Et voilà, et toutes ces rumeurs qui peuvent circuler, donc, et tous ces gens qui y croient pas et qui se disent qu'en 6 mois, elles vont se casser la gueule et que ça fonctionnera pas. On arrive quand même très vite au mythe de la sorcière. Que tu fasses pousser des plantes ou que tu tournes des bouillons dans des chaudrons quand tu es cuisinière, la sorcière est jamais très loin. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est toute votre démarche, c'est de voir comment les médias ont un rôle à jouer. On va peut-être finir là-dessus. C'est-à-dire que, vous le dites dans votre documentaire, Vérane, sur les unes des magazines, ça va toujours être des hommes chefs, parce que les financeurs des magazines vont vouloir que ce soit des hommes qui sont déjà célèbres pour que leur... Enfin, c'est un cercle vicieux finalement, parce que pour être en couverture des magazines, il faut être connu. Donc les hommes sont déjà connus, donc on les met en couverture. Les femmes ne sont pas connues, donc on ne les met pas en couverture. Donc elles ne deviennent pas connues. C'est une responsabilité en fait de tout le monde de forcer un peu la chose et de mélanger. En fait, on ne demande même pas à ce qu'il y ait que des femmes en couverture, mais toujours penser à représenter la diversité de la société. La mixité, c'est la base, mais on peut penser à toute la diversité en fait de la société telle qu'elle est aujourd'hui, et notamment dans la gastronomie. Ce ne sont pas que des hommes blancs aujourd'hui. Quand on fait un article, on est journaliste culinaire, c'est quand même pas très compliqué de se dire tiens, j'ai interviewé 4 hommes experts, je pourrais un peu équilibrer mon article. Non. On peut tous essayer de le faire. C'est pas, on va pas dire il faut la parité systématique, on va compter à la virgule près, mais au moins se poser la question quand on interviewe les gens, de se dire il faut représenter plusieurs points de vue et une diversité. Et ça, on se rend compte que c'est quand même, les femmes ont tendance à plus y penser que les hommes qui dirigent des magazines. Eh ben, si on leur propose gentiment, en général, ils y sont réceptifs. Moi, j'ai l'équipe avec laquelle je bosse à Télérama. Les garçons, ils sont partis. Et je suis super fière quand ils y pensent. Ça peut être un échange très respectueux. Oui, mais encore une fois, là aussi, les femmes journalistes ont une responsabilité, ne pas toujours mettre en avant. On peut parler des hommes rédac-chefs, mais aujourd'hui, peut-être que certaines femmes vont arriver à être rédactrices en chef aussi, et à traiter les femmes comme les hommes, avec les mêmes adjectifs, avec la même starification. Il y a ce côté un peu fan attitude des journalistes femmes parfois vis-à-vis des hommes chefs qui est énervant, il faut le dire. Oui, mais après, c'est aussi le fait que les chefs adoubent certains journalistes en disant « Regardez comme cet article est merveilleux, il me met en avant ». Il y a tout un star système qui s'ait mis en place autour des chefs et ça y contribue aussi. Le Boys Club entretient le Boys Club. Faisons des selfies avec des femmes chefs, il faut aussi jouer le jeu avec les femmes chefs, tu vois, et ça, on peut changer la donne en tant que journaliste. Et ça, en réalité, moi, depuis que j'ai commencé cette saison de Casserole, je me rends compte que je n'ai pas de difficulté à inviter autant d'hommes que de femmes sur le plateau et que ça c'est pas un problème, c'est-à-dire que je suis à la parité et qu'il y en a des expertes. Et parce que tu cherches pas justement à tout prix la célébrité, etc. de la personne. Pourtant, les hommes chefs veulent à tout prix venir dans Casserole et je leur dis non, les mecs. Il y a la queue là-dehors. À la queue, ils attendent. Et toutes les deux, comme futur projet, vous écrivez à la fin de votre livre, Vérane et Estérel, que le prochain challenge est de réécrire l'histoire de la gastronomie française en mettant en avant les talents féminins oubliés. Alors on va profiter car de Casserole. Les chefs en France sont nombreuses depuis toujours. Et moi, je me suis dit, ce bouquin, je veux le lire. Donc on fait un appel à sponsors parce qu'il va falloir peut-être une petite année pour l'écrire, justement. Alors on travaille super bien la nuit, mais en fait, les journées n'ont que 24 heures. Les nuits sont courtes. Et mon idée aussi, avec Estérel, ce serait quand même dans une édition 2 de pouvoir ajouter aussi bien les boulangères que les charcutières et les pâtissières, les bouchères, enfin toutes les femmes qui travaillent dans la gastronomie. En fait, ça, ce serait intéressant. Après, l'histoire des femmes, alors là, j'encourage aussi tout le monde à rajouter des informations sur Wikipédia. Wikipédia, qui est quand même une référence aujourd'hui, est très pauvre en fait en informations sur les femmes dans la gastronomie. C'est à nous toutes
de mettre en fait des choses et de fouiller un peu dans les archives en fait de nos grands-parents des femmes chefs. Il y en a eu beaucoup et on a très peu d'informations sur elles. Tu vois, c'est pas normal qu'on ne connaisse pas Annie Devigne en tant que journaliste culinaire. C'était pas Christiane normal. Massia. Ou Christiane Massia. Il y en a plein à découvrir. Georgette Desca. Enfin voilà, des femmes qui ont vraiment compté en fait dans les années 70 et 80 qu'on a complètement oubliées. On vous réinvitera pour venir parler de ce livre quand il sera publié d'ici 3 par une grande maison d'édition qui vous aura donné une grande avance pour que vous ayez le temps de vous y consacrer. À chaque fin d'émission, je demande aux invités un conseil. Ça peut être un livre qui n'est pas le vôtre parce qu'on le conseille déjà, un documentaire, un restaurant en lien avec le sujet. Estérelle, est-ce que tu as une idée ? Alors, on ne peut pas choisir un restaurant puisqu'il y en a 500 qu'on vous conseille, donc c'était difficile. Moi, c'est un conseil de lecture. Je trouve que toutes les femmes de moins de 30 ans devraient avoir lu Virginia Woolf, Une chambre à soi. C'est vraiment un ouvrage fondateur. C'est assez court, ça se lit vite. C'est un texte extrait de conférences qu'elle a donné à Cambridge, au Collège des filles, où elle explique tout simplement que pour être indépendante, il faut juste avoir 500 livres de rente et une chambre à soi qui ferme à clé pour pouvoir écrire. Que l'indépendance financière est la clé de tout dans la condition de femme. Et encore aujourd'hui, je vois trop de femmes qui s'effacent derrière leur mari ou qui se disent « je mets ma carrière entre parenthèses pour faire autre chose ». La priorité, c'est de penser à soi et à son autonomie. Pour moi, ça reste fondamental. J'aurais aimé le lire plus tôt que ce que je l'ai lu, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment le lire. Une chambre à soi de Virginia Woolf. Alors moi, c'est un livre qui s'appelle Vandana Shiva pour une désobéissance créatrice et ça reprend donc une série d'entretiens entre Lionel Astruc et Vandana Shiva. Vandana Shiva qui est une des grandes figures de l'agroécologie, qui a été prix Nobel alternative en 2013 et qui est aussi une des figures de l'écoféminisme. Et donc dans ce livre, on retrouve un petit peu tous ces combats. Donc l'écoféminisme, et c'est aussi une dame qui se bat pour les semences libres, ce qui est très très important. Voilà. Et c'est aux éditions Domaine du possible, Checte Sud. Merci. Et toi, Vérane ? Moi, je pense en fait qu'il faut se tourner vers les écrivaines africaines aujourd'hui qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. On a beaucoup de choses en fait à discuter entre nous et je supporte mal en fait qu'on oppose les femmes sans arrêt dans les médias. Alors parce qu'on est en Occident ou parce qu'on est sur une autre partie de la planète, on serait différentes et on vivrait des choses différentes. Non, on a en fait beaucoup de choses en commun, de combats à mener et de ressentis communs. Donc, je vous conseille un livre qui s'appelle Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. De Shala Shafik. Et en fait, dans les années 70, les Iraniennes se battaient pour ne pas mettre le voile qui venait de leur être imposé. Et le fameux deuxième sexe a été traduit pour que les Iraniennes puissent le lire et s'en emparer. Et je trouve que c'est une époque en fait fondamentale dans laquelle il faut se replonger parce qu'aujourd'hui, finalement, on a un peu fait du surplace pour plein de choses. Et que finalement, entre africaines, asiatiques, européennes, américaines, on a beaucoup de choses à se dire. Voilà. Il faut parler. Restons groupés. Alors moi, je vous recommande bien sûr d'acheter le livre d'Estérelle Payani et Vérane Frediani, Chef, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, qui vient de paraître aux éditions Nourriture Fu, et d'aller manger dans le resto de ces femmes chefs et d'en parler autour de vous. Est-ce qu'il y a des événements d'ailleurs prévus, des signatures bientôt qui seront annoncés On mettra tout ça sur Paris, mais aussi en province. À Marseille, on va faire un rendez-vous des femmes chefs le 31 mars. Ah, la chance. Charlène Gonjou dans le restaurant Ginkgo. Et là, ça va être effectivement très sudiste comme rendez-vous, très enflammé, mais je crois qu'effectivement, il faudrait qu'on se déplace un peu partout. C'est bien on commence à recevoir des demandes des librairies. Donc, c'est bien de bientôt en tournée de casseroles. Se rencontrer en vrai. Je vous recommande aussi le documentaire de Vérane Frediani, À la recherche des femmes chefs, qui est disponible en VOD et DVD aux éditions Rimini, et son livre Elle cuisine aux éditions Hachette. Enfin, je vous recommande toute la série de portraits de Paul Masson, qui est journaliste à l'Humanité. Ça s'appelle Tout feu, tout femme, c'est le jeu de mots. 4 portraits de femmes au fourneau. C'est l'occasion peut-être aussi de vous abonner à ce journal qui est en grande difficulté financière. Je me remercie Solène qui a réalisé cette émission et Camille qui la met en onde. Je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. Enfin, vous pouvez m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram Zazie miam miam. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.